Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui le TP numéro 1 sur le port E réalisé sur une carte FPGA. Donc on va lancer le système d'exploitation Linux Ubuntu, on va lancer le terminal à travers la commande Open Terminal. On va se déplacer vers notre dossier racine à travers la commande CD. Ensuite on va afficher Print Working Directory. Donc nous sommes dans /home/bin. On va afficher la liste des répertoires à travers la commande ls. On va se déplacer sur le dossier FPGA, ensuite afficher le contenu et à travers la commande mkdir par E, on va créer un nouveau répertoire qui s'appelle par E. Donc mkdir, c'est l'abréviation de Make Directory. On va afficher donc la liste des répertoires et documents là à travers ls. Et ensuite, on va lancer ISE, c'est notre Project Navigator de Xilinx qui va nous permettre de programmer notre FPGA Baptiste 2. Donc là, on a une petite description. On va fermer les projets qu'on a déjà. On va appuyer là sur le bouton New Project et on va créer un nouveau projet. Bien sûr, je vais sélectionner là l'emplacement de notre nouveau projet. Ce sera pour E. Ensuite, on va donner un nom à notre projet. Donc, je vais l'appeler par E. Là, le type de source, ça sera ou bien schématique ou bien HDL. Donc, dans ce TP, on va choisir le mode schema ou bien schéma. Et là, on va choisir la famille SPAR33E, device XC3S1 00E, CP132, concernant le package. Donc ça, c'est la description du device. Et là, schématique, c'est le type de source. On va sélectionner notre FPGA. Et là, on a plusieurs manières pour ajouter une source à notre projet. Soit par le menu, la project, ensuite, ou bien soit par New Source Wizard, ou bien bouton 3 et New Source. Et on va choisir schématique. Et là, on va donner un nom à notre fichier qui va comporter la description du schéma de notre circuit qu'on va implémenter sur la carte FPGA. Donc là, finish. Et le système va nous créer un fichier qui va comporter notre schéma. On va commencer par l'ajout d'un symbole. Au niveau du symbole, on va sélectionner int 2, ça veut dire deux entrées. Donc là, on a deux entrées et une sortie. Donc là, échappe. Et là, on va agrandir un peu la vue à travers la loupe. Donc, comme vous voyez là, on va ajouter deux marqueurs, entrée-sortie. Le premier, ça sera une entrée là. On va ajouter un deuxième marqueur aussi. Celui-là, et une pour sortie. Donc, deux pour les entrées et une pour les sorties. Ensuite, on va sélectionner ce marqueur et on va le renommer le port. On va l'appeler A. Le deuxième marqueur, on va l'appeler B. On va appeler le port B. Et la sortie, on va l'appeler S. Donc, toujours à travers la commande rename net. Donc là, on a deux entrées et une sortie. Donc, on va essayer d'implémenter ce circuit simple sur l'FPGA. Une fois on a terminé notre circuit, on va faire quoi? On va ajouter un fichier de testbench. Donc, on va ajouter new source. On va choisir ici VHDL testbench. Donc, c'est un benchmark de test. Donc, le fichier, on va l'appeler port e -tb pour testbench. Finish. Et le système va nous créer ce fichier VHD, d'extension VHD. Là, au niveau des composants, on a les ports et les signaux. Donc, au niveau des signaux, je vais changer leur nom pour les distinguer des ports d'entrée et de sortie. Donc là, j'ai ajouté -tb à chacun des signaux, sachant aussi qu'on peut initialiser leur valeur. Dans notre cas, on va les initialiser à la valeur 0. Donc, ce que j'ai fait pour le signal A, je vais le répéter pour le signal B et S. Donc, deux points égales. Voilà, donc là, c'est une initialisation des valeurs des signaux. Ensuite, là, au niveau de begin, au niveau de notre code de base, donc, ce qu'on va faire, donc, on va affecter là, on va faire ce qu'on appelle power mapping. On va affecter le port A à
S-TB et le B au B-TB et le S à S-TB. Ensuite, là, on va créer des process et dans ces process-là, on va générer des signaux. Donc là, SteamProc1, donc ça c'est le nom de notre processus. Donc begin end, et à l'intérieur là, on va demander au système de attendre wait for 100 nanosecondes. Donc là, on va attendre pendant 100 nanosecondes, et par la suite, ce qu'on va faire, on va inverser la valeur du signal. Donc A-TB, il va recevoir note de A-TB. Donc à chaque 100 nanosecondes, on va inverser le signal. Donc de 0 à 1 et de 1 à 0. Donc là, on a terminé avec le premier processus. Et le deuxième, on va copier ça. Le deuxième, on va le réserver au port numéro 2, c'est le port B. Et là, je vais changer bien sûr le signal B-TB et là, le note de B-TB. Donc, cette fois-ci, au lieu de 100 nanosecondes, à chaque 50 nanosecondes, bien sûr, il ne faut pas les mettre les mêmes, sinon, on ne peut pas avoir toutes les combinaisons possibles. Donc, moi, j'ai fait une attente différente du deuxième port par rapport au premier. Ensuite, on va aller au niveau de l'onglet simulation. Mais avant ça, il faut donc on clique sur notre port là. On va vérifier la syntaxe du comportement, donc behavior check syntax. Comme vous voyez là, on a deux erreurs. Le système nous indique qu'ils sont au niveau de la ligne 55 et 61, donc il y a un petit problème là. Donc là, qu'est-ce qui nous manque? Apparemment, end process, il faut ajouter un point virgule à la fin. Voilà, donc je vais sauvegarder et ensuite je vais recliquer là pour revérifier la syntaxe. Maintenant c'est bien, donc process behavior check syntax completed successfully, donc avec succès. Et par la suite, on va simuler ce modèle. Donc simulate behavior model. C'est bon, donc le système il va nous lancer le projet ou bien le logiciel LSIM. Voilà, donc comme vous voyez au démarrage c'est 000 et ensuite on a, si je déplace là au niveau des axes de temps, on va voir là au démarrage là c'était 000. Donc 0 A c'est le signal 0 et B1 ça nous donne 0 comme sortie. 1 au niveau de A et B 0 ça nous donne 0 et uniquement donc là comme vous voyez si A et B sont 1, le signal de sortie qui est le troisième en bas là, il va devenir 1. Donc comme vous voyez, moi, lorsque j'ai joué avec le temps d'attente, c'était exprès pour avoir les combinaisons possibles au niveau des ports d'entrée, des signaux d'entrée, pour vérifier la sortie finale. Donc si bien, on va quitter cette application, on va revenir là à notre projet port A.xISE. On va ajouter une nouvelle source. Cette fois-ci, ce sera un fichier de contrainte d'implémentation. On va l'appeler port-et et -const file, donc un fichier de contrainte d'implémentation. Et là, on va appuyer sur Finish. Donc le fichier est créé. Et ce qu'on va faire là, ce sera un mapping. Donc net A, on va associer le port A à P11, à la broche P11. Net B, donc on va associer le port B. Donc location, ça sera affecté à L3, virgule. Et la sortie, donc c'est ça ce qu'il faut associer là. La sortie, ça sera associé au normalement LED, c'est un LED qui est affecté au port, donc ou bien à M11. C'est le port donc de sortie vers la LED, qu'on va le voir en tout cas par la suite. Hein. Donc là, on va essayer de voir
Maintenant, comment ce travail ça sera synthétisé? Donc là, est-ce qu'on va ajouter là, fichier de configuration? Donc on va choisir le premier, oui. Et là, normalement, le système, il va nous lancer une autre application, c'est Plan Ahead, la version 14.7. Et là, on va voir réellement comment ça sera implémenté le système sur notre carte FPGA Basis 2. Donc là, je vais fermer. Voilà. Et comme vous voyez là au niveau du port, donc je vais un peu là. Voilà, donc on a les bascules qui sont là. On a les composants. Et là, au niveau des ports, on a le port A. On peut le voir là. Si bien sûr, je vais réduire le zoom là. Voilà le P11. Donc c'est cette input. Le L3. Donc on va le trouver de l'autre côté là. Donc il faut réduire. Voilà. L3. C'est la broche d'entrée. Et la sortie, ce sera de ce côté, donc au niveau de M11. Donc comme vous voyez là, je peux constater là ceux qui sont, je vais sélectionner, donc ils sont les deux à droite et une à gauche. Et sur là, je peux modifier aussi le mapping. J'ai le choix pour les ports qui sont disponibles, les sites qui sont disponibles. Et si je change là, bien sûr, normalement, ça sera modifié au niveau de notre fichier de contrainte d'implémentation. Donc je peux changer ça au niveau de l'input. Kiff au niveau de l'output, là, j'ai le choix. Bien sûr, il faut revoir le datasheet de Basis 2 pour savoir quels sont les ports disponibles pour cette opération. Donc maintenant, si je change ceci, comme vous voyez là, le fichier de contrainte d'implémentation sera modifié de manière automatique. Donc vous voyez que les emplacements ont été modifiés. Donc là, je vais revenir à l'état précédent. Maintenant, je vais sélectionner le fichier, le schéma, et je vais lancer l'implémentation du design, donc implement design de la conception. Il va lancer la translation, le mapping et le placement et routage. Donc tout ça, ça sera réalisé de manière automatique par le système. Voilà, donc process generate post place and route static timing completed successfully, donc on n'a pas de problème. Finalement, ce qu'il faut faire, on va générer le fichier de programmation. Donc programming file, generating programming file. Voilà. Donc là, il faut faire attention, il y a une option à modifier au niveau de Startup Options. Et là, il faut mettre JTAG CLAC. OK. On va régénérer le fichier de programmation, donc generate programming file. Et on va attendre que le système termine ceci. Donc process generate programming file completed successfully. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va vérifier ceci, notre fichier, est-ce qu'il a été généré ou pas. Normalement, c'est au niveau de notre dossier home/fpga et tout ça. Donc si je fais là, donc, pour effacer l'écran, ensuite on va faire un sudo. Ce qu'on va faire, on va essayer de nous connecter à la carte B6 de la carte FPGA.
Et on a cette syntaxe, donc sudo djtgcfg enum. On va énumérer les cartes qui sont connectées à notre système. Comme vous voyez là, no devices found. Donc là, il faut connecter, il faut appuyer sur le bouton Power au niveau de la carte, ensuite la connecter. Donc enum, c'est pour énumérer les cartes qui sont connectées à notre PC. Bien sûr là, parce que moi je travaille sur une machine virtuelle, donc il faut faire attention. Lorsque je la connecte, il faut choisir la machine virtuelle, voilà. Donc connect to the host, to virtual machine, voilà. Donc on a deux options, ou bien connecter to host à votre PC ou bien à votre machine virtuelle. Donc moi j'ai choisi la machine virtuelle que j'ai créée. Donc comme vous voyez là, on a le basis 2 qui a été détecté. Donc on a le product name, on a le username et le serial number. Donc on va l'initialiser. Donc sudo bien sûr pour lancer cette opération en mode administrateur. Donc là on a les deux devices, voilà. Et là c'est la commande qui va nous permettre de mettre le fichier généré, là, le programme, sur basis 2. Donc le i0 là c'est là, au niveau de basis, là on a vu tout à l'heure, là c'est la puce. Et on va lui indiquer le fichier, donc où est-ce qu'il se trouve, c'est le point bit, et voici l'exécution. Donc normalement, celle-là, c'est notre carte, elle est connectée, comme vous voyez à gauche, au PC. Là, le switch à droite, c'est le A, l'autre, c'est le B. S'ils sont les deux à 1, donc le LED qui est connecté en bas, c'est indiqué M11. Donc vous voyez qu'il s'allume. Là, donc il n'est allumé, le M11, le LED 1, que si le switch 0, SW1, donc P11 et L3 sont activés. Bonjour à tous, on va se lancer maintenant avec le TP numéro 2, LED clignotant. Donc on va essayer de clignoter l'ensemble de LED. On va cliquer sur Open in Terminal. Donc là, je vais lancer la commande Clear pour effacer le contenu de l'écran. Ensuite, je vais lancer l'application Project Navigator à travers la commande ISE. Donc voici notre environnement de développement intégré. Donc je vais fermer ce projet à travers la commande Close Project. Ensuite, je vais lancer un nouveau projet à travers New Project. Je vais préciser là le répertoire où est-ce que je vais sauvegarder mon projet. Donc j'ai choisi FPGA sous mon dossier racine. Ensuite, je vais appeler là le projet clignoter LEDs. Donc je vais choisir le type HDL, donc Hardware Description Language. Je vais choisir Family SPAR33E, package CP132 et comme d'habitude là le device XC3S100E. Je vais ajouter une nouvelle source et cette fois-ci je vais choisir VHDL module. Donc là on va pas dessiner un schéma logique mais là on va écrire du code VHDL. Donc je vais appeler le fichier cleanlets et là je vais préciser c'est quoi les noms des ports que je vais utiliser. En premier lieu je vais utiliser un port que je vais appeler mHorloge. Donc je vais recevoir l'éthique de notre horloge, ce sera un input. Ensuite, la sortie, ce sera LED et on va utiliser un bus de 0 à 4. Donc, on va commander là un ensemble de LED en même temps. Le système, il va nous créer là le fichier cleanless.vhd. Et là, comme vous voyez là, au niveau des entities, on a les par mHorloge in standard logic et let's out standard logic vector. C'est un vecteur de 4 down to 0. Donc, au niveau de description de comportement de l'architecture, on va créer un signal, une variable là clignoter. C'est une standard logique, donc on va lui affecter la valeur 0, équivalent 0 volts. Donc, au démarrage, les LED ils seront éteints et par la suite, on va voir à chaque seconde, on va essayer de allumer, ensuite éteindre les LED. Donc, de manière à les faire clignoter. Sachant que notre horloge, par défaut, il est à 50 MHz. Et c'est pour ça que notre compteur horloge, il sera de type natural. C'est un type entier qui range de 0 jusqu'à
to 50 millions, l'équivalent de 50 MHz. Et on va lui affecter comme initialisation la valeur 0. Donc là, 50 millions, ça veut dire 50 MHz. Ce que je vais faire, bien sûr, à chaque fois que je reçois un tic, on va incrémenter ce compteur horloge. Et lorsqu'on atteint là, le 50 millions, ça veut dire qu'on a terminé la seconde. Donc, on va changer d'état. Donc là, on va créer un processus qui va recevoir en entrée un horloge, begin et end process. Ce qu'on va faire là, if rising edge de m horloge, ça veut dire à chaque fois qu'on reçoit un tic de l'horloge, sachant qu'on reçoit 50 millions de tics par seconde. Donc là, je suis en train d'intercepter le tic horloge. Compteur horloge, il va recevoir compteur horloge plus 1. Ça veut dire on va incrémenter le compteur de l'horloge de 1. Ensuite, on va faire un test sur ce compteur. Normalement, si on atteint la valeur 50 millions, on va le réinitialiser et le mettre à 0. Donc, si compteur horloge supérieur ou égal à 50 millions, then, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Clignoter là, on va l'inverser. Donc, on va lui affecter une note clignotée. Ça veut dire si c'était 0, ça va devenir 1. Si c'est 1, ça va devenir 0. Ensuite là, compteur horloge, il va recevoir 0. C'est-à-dire après chaque modification d'état, on va réinitialiser le compteur d'horloge pour qu'il commence de nouveau. And if et and if pour le rising edge de M horloge. Bien sûr, il ne faut pas oublier le point virgule à la fin. Et là, donc l'aide de 0, il va recevoir clignoter. Et on va copier ça pour la liste des lettres que je vais gérer. Donc, dans notre cas, c'est de 0 à 4. Donc, on aura à manipuler 5 LED. Donc, LED de 0, LED de 1, LED de 2, LED de 3 et LED de 4. Donc, vous voyez, là, on va les clignoter ensemble, les éteindre ensemble et les allumer ensemble. Donc, on sauvegarde. Par la suite, là, on va vérifier la syntaxe au niveau de synthesize, IST. Là, on a deux erreurs, là, ligne 54. On va vérifier ça. Donc, nous, c'est let's. Ah, let's, c'est à la fin S. Donc, il faut ajouter un S là. Donc, copier, on va corriger ceci. Donc là, il faut bien saisir le nom du peur. Donc, il faut ajouter un S. Voilà. Très bien. Donc, je vais sauvegarder. Et par la suite, vérifier la syntaxe. Normalement, process check syntax completed successfully. Donc, c'est terminé avec succès. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une nouvelle source. Et cette fois-ci, on va ajouter un fichier de contrainte d'implémentation. Donc là, on va l'appeler let's const tr, donc constraint file, finish. Et là, on va faire le mapping, donc net let's de 4. On va l'affecter à N5. Donc, je vais répéter cette même opération et chaque fois, là, je vais assigner ma sortie, mon output au numéro équivalent, bien correspondant sur la carte B62. Donc là, il faut corriger là. Donc lettre de 3, lettre de 3. Et là, on va l'affecter à P6.
Bien sûr, vous pouvez trouver ces nomenclatures sur la carte. Ils sont saisis sur la carte en bas des LED. Ensuite, P7. Donc, le LED de 1, on va le lier à M11 et LED de 0, on va la lier au LED M5. Donc, ce qui nous reste par la suite, c'est l'horloge. Donc, où est-ce qu'on va récupérer le signal de l'horloge? Normalement, on va l'associer à B8. Je vais sauvegarder tout ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller au niveau de Generate. Mais avant ça, voilà, Generate Programming File. Donc, euh, une fois, c'est bien. Donc, je vais changer le Startup Options au niveau de Clock. Donc, on va choisir JTAG, Clock. On va relancer la génération de fichiers de programmation. Voilà. Donc là, je vais connecter B62. Donc, comme vous voyez, à travers le port USB. Je vais euh, la manipuler à travers la machine virtuelle. Et là, je vais ajouter, là, je vais effacer le contenu de ce terminal. Sudo pour accéder en tant qu'administrateur. Et là, je vais écrire la commande qui va me permettre d'énumérer la liste de mes cartes B6. Donc, je vais saisir là mon mot de passe. Voilà. Device transportable, etc. Username B6.2, serial number. Ensuite, je vais saisir la commande qui va me permettre de initialiser basis2, donc -d basis2. Donc là, j'ai commis une petite erreur là. Voilà. DGJ, DJ, DG, CFG. C'est bien, comme vous voyez, là, on a deux devices. Mais sur le premier, c'est celui qui nous concerne, c'est le device 0. C'est XC3S100E. Donc c'est celle-là, le FPGA, au niveau de basis2. Et là, ce que je vais faire, je vais maintenant programmer cette carte FPGA. -d, donc device, c'est basis2, ça s'appelle basis2. -i, donc l'indice, c'est 0, donc on va sélectionner celle-là. XC3S100E. Et ensuite, -f, le fichier, où est-ce que ça se trouve le fichier? Je dois récupérer le fichier .bit. Donc là, je peux le trouver là, au niveau de notre explorateur. Donc je vais, voilà, vers le dossier et je vais chercher là le fichier. Donc là, je vais copier bien sûr le chemin, donc à travers Properties. Et là, voilà, on a Parent Folder, le dossier parent. Je vais récupérer ce lien ici. Donc, on va faire un espace, ensuite Paste. Et là, une fois on a collé ce chemin, on va ajouter donc cleanyled.bit. Donc, et celui-là, c'est le fichier qui sera caché sur notre carte FPGA. Voilà, donc de notre touch your board, il va prendre quelques minutes. Là, ensuite, la programmation a réussi. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir comment l'exécution de notre programme sur la carte FPGA B62. Comme vous voyez là, donc les LED LD0, LD1, 2, 3 et 4, ils sont en train de clignoter de manière continue. Bonjour à tous, on va démarrer maintenant avec le TP3 qui va gérer les boutons poussoirs. Donc Open in Terminal, on va lancer notre terminal. On va lancer notre Project Navigator à travers la commande ISE, la suite de conception de FPGA. Donc là, on va fermer le projet courant et on va créer un nouveau projet à travers la commande New Project.
Je vais l'appeler bouton poussoir. C'est bon. Et au niveau de donc bouton poussoir LED, donc on va gérer des LED à travers le bouton poussoir. Donc dans notre cas, on va choisir HDL, Hardware Description Language. Là, au niveau de Family, c'est Spartan 3E, CP132, le package, et le device, c'est XC3S100E. Vous voyez là, le top level source, c'est HDL, et là, toutes les informations, donc c'est un sommaire des détails concernant ce projet. Je vais ajouter une nouvelle source. Comme d'habitude, on va choisir VHDL module. Donc, on va utiliser le langage VHDL. Et là, le nom du fichier, on va le préciser. Donc, bouton poussoir LED. Next. On va préciser là les entrées et les sorties. Donc, premièrement, là, on aura besoin d'un per horloge. Donc, M horloge, par défaut, c'est in, input. On aura aussi P1, P2 et S, ça sera de type out. Donc, P1 et P2, ça sera de type in, input. Voilà. Et la sortie, ce sera S de type output. Donc là, le système nous a généré notre fichier, bouton poussoir LED VHDL, voilà. Donc là, on a la description de l'entity. Et ce qu'on va faire maintenant, on va décrire le comportement de cette architecture, donc quelles sont les opérations qui seront réalisées dans ce programme. Donc là, j'ai déclaré une variable à TMP de type std logique. Donc, on va lui affecter la valeur 0 par défaut. Maintenant, on va créer un process. Ce process, il va recevoir la M horloge en entrée. Begin. And process. Et point virgule à la fin. Donc maintenant, on va programmer ceci. If rising edge, c'est-à-dire on va lancer ce traitement à chaque fois qu'on reçoit un tic de notre horloge, qui fonctionne bien sûr à 50 MHz. Donc on aura 50 millions de tics par seconde. Donc si on reçoit un tic horloge, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tester la valeur de P1. Donc si P1 est égal à 1, alors TMP, elle va recevoir la valeur 1. And if, ensuite là on va gérer le P2. Donc on aura un bouton poussoir pour allumer le LED et un deuxième bouton poussoir pour l'éteindre. Donc if P2 est égal au signal 1, c'est-à-dire si on appuie sur le bouton poussoir P2, associé à P2, dans ce cas, on va l'éteindre. La sortie, elle va recevoir la valeur de TMP. On aura le LED. Donc, on va vérifier la syntaxe en appuyant sur Check Syntax. Normalement, c'est bon. Donc, Process Check Syntax Completed Successfully. C'est terminé avec succès. On n'a pas d'erreur. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une nouvelle source, implémentation constraints file, un fichier de contrainte d'implémentation. Et le nom du fichier, on va l'appeler bouton poussoir led-conster. Next, finish. Et on va faire maintenant l'association départ aux pins du FPGA physique. Donc,
on va associer P1 à M4. Donc, on aura aussi besoin de P2, du sortie et de l'horloge. Donc, P2, on va l'associer au bouton poussoir A7. Le S, la sortie, donc ce sera un LED là. Le LED qu'on va l'associer, ce sera M5. Et ce qui nous reste, c'est l'horloge, M horloge. Et normalement, on va recevoir l'éthique horloge à travers 2 et 5. Et 8, plutôt. Voilà. Donc, je sauvegarde. Ensuite, je vais relancer la synthèse. Donc, il va lancer toutes les opérations nécessaires. C'est bien, donc l'opération est terminée avec succès. Maintenant, ce qu'on va faire au niveau de l'implémentation, donc on va cliquer sur Implement Design. Donc, on va réaliser la translation, le mapping et le placement et routage. Donc, à chaque fois qu'une étape se termine avec succès, ça sera coché en vert là, à gauche de l'opération, pour dire que l'opération s'est exécutée avec succès. Voilà, donc tout est terminé avec succès. Maintenant, il ne faut pas oublier la Startup Options. On va choisir JTAG Clock. Voilà. Et on va générer par la suite le fichier de programmation, donc Generate Programming File, le fichier qui sera flashé sur la carte FPGA BASIS 2. Donc voilà, je vais maintenant télécharger ou bien envoyer le code sur BASIS 2. Moi, je vais les connecter maintenant. J'ai mis le power à on au niveau de BASIS. Je vais les connecter à ma machine virtuelle. Là, je vais énumérer donc la liste des cartes connectées. Je vais saisir mon mot de passe, administrateur. Donc, toutes ces opérations doivent être lancées en mode administrateur. Donc, c'est pour ça que vous voyez la présence de la commande sudo. Sudo, ça veut dire select user. Donc, on va choisir l'administrateur. On aura besoin là au niveau du bouton poussoir, du dossier .bit. Donc, c'est là notre fichier. On va sélectionner là le parent folder. Voilà. Donc, on va sélectionner ce dossier. On va le mettre là. Donc, bien sûr, il faut appeler la commande qui nous permet de faire la programmation. On l'a utilisé dans le TP 1 et 2. Donc, juste là, on va changer l'emplacement au niveau de "-f". Donc, tout le reste, on ne va pas le modifier. Donc, juste, voilà. Et on va ajouter slash. Et on aura besoin du fichier bouton poussoir-led.bit. Voilà. Et on appuie sur Entrée. Donc là, il ne faut pas déconnecter le BASIS 2. Normalement, c'est bon. Programming succeeded, ça veut dire que la programmation s'est réalisée avec succès. Et maintenant, on va voir l'exécution en réel. Donc, si j'appuie sur bouton 2, il va s'allumer. Si j'appuie sur bouton 3, il va s'éteindre. Donc là, M4 et A7, comme vous voyez. Si j'appuie sur le premier bouton, BTN2, il va s'allumer. Si j'appuie sur BTN3, lié au port A7, donc il va s'éteindre. Bonjour à tous, on va se lancer avec le TP numéro 4. On va programmer un demi-additionneur. Donc on va ouvrir le terminal. Comme d'habitude, on va effacer là le contenu. On va lancer notre programme à travers la commande ISE, notre Project Navigator de Xilinx. On va créer, donc on va fermer l'ancien projet. On va créer un nouveau projet à travers la commande New Project. Ce projet, on va l'appeler demi-additionneur. Voilà. Au niveau de type de source, on va choisir HDL.
On appuie sur Next. On s'assure que Family c'est par 33E, Package CP132, Device XC3S100E. Voilà. Finish. Et là, on va commencer par la création d'une nouvelle source. Donc, on sélectionne notre carte FPGA et on va choisir VHDL module. Donc, on va l'appeler demi-bas à 10 Pioneer. Voilà. Next, on va préciser là les ports. Donc, on a le port A, le port B et le port S, ainsi que R. Donc là, on aura deux outputs et deux inputs. A et B sont des inputs et S et R sont des outputs. Voilà la définition des ports. Donc le S c'est la sortie, le R c'est le retenu. Voilà. Donc là, au niveau de Architecture Behavior, Behavioral of demi-additioner is, donc begin, le S, la sortie, elle sera A, XOR B, et le retenu R, il va recevoir A and B. Point virgule. Donc là, on a ces deux équations logiques. Donc on va ajouter maintenant une nouvelle source et on va implémenter là un VHDL test bench pour tester la simulation de l'exécution de demi-additionnaire. Voilà. J'appuie sur Next, Next et Finish. Et là, je dois préparer une simulation pour vérifier que mon circuit fonctionne correctement avant de l'implémenter sur la carte FPGA. Donc, on a les inputs, les outputs. Comme vous voyez là, par défaut, ils sont affectés à 0. Et là, au niveau de demi-additionneur, donc là, les ports. Donc, on va changer un peu les signaux. Là, on va ajouter -bas TB, B aussi, donc -bas test bench, kiff pour les outputs là, et le R aussi, donc -bas test bench. Ensuite, au niveau de, comme vous voyez là, la constante, on va l'éliminer, l'horloge là, dans notre cas. On va la supprimer. Et on va affecter A à ATB, B à B, -bas TB, test bench, etc. On va supprimer la partie de définition du processus clock. On ne va pas l'utiliser. Kiff là, on va supprimer tout ce qui est en relation avec l'horloge. Et au niveau de notre stimulus process, donc le signal A-TB, il va recevoir note A-TB. Donc on va inverser le sens du signal chaque 100 nanosecondes. On va éliminer tout le reste là. Et celui-là, ce sera simproc 1. On va copier celui-là. Et on va le coller et donner un nouveau nom, SteamProc2. Là, ce sera de 50 nanosecondes. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, ce sera B. Voilà. Et ceci pour voir les différentes combinaisons possibles de A et B. Voilà, donc si on passe maintenant à l'onglet Simulation, je vais là cliquer sur le Behavior Check Syntax. On va vérifier la syntaxe du fichier de simulation. Donc, comme vous voyez là, c'est terminé avec succès. Donc, on n'a pas d'erreur. C'est bien. Donc, maintenant, on va lancer, on va stimuler le modèle de comportement. Donc, logiciel LSIM, comme vous voyez là. Bien sûr, on va réduire là, faire un zoom là, au niveau nanoseconde pour qu'on voit les différentes valeurs.
Donc, comme vous voyez là, 0, 0, A et B, donc S c'est 0, R0. Si A est 0 et B est 1, S reçoit 1 et retenu 0. Vous voyez? Maintenant, si A est 1, B 0, là, le S c'est 1, retenu 0. Si les deux ils sont à 1, donc A et B, donc là, S0 est retenu. Donc, le demi-additionneur est fonctionnel. C'est bien. Comme vous voyez, là, on peut voir les différentes combinaisons lors de la simulation durant 100 nanosecondes. Ce que je vais faire là, je vais lancer la synthèse du modèle de simulation. Et on va générer le post modèle de simulation de synthèse. C'est bien. Voilà. Là, c'est notre demi-additionneur. Donc, si bien sûr je clique, je peux voir là la reconstruction au niveau de ma FPGA. C'est un XOR et le deuxième c'est un AND. Voilà, donc ça c'est notre circuit schématique du circuit. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un fichier d'implémentation de contrainte. Donc on va l'appeler demi-additionneur. Tiré bas, comme d'habitude, là, constr, en constraint. Next, finish. Et par la suite, on va faire le mappage. Donc net, on va associer les inputs et les outputs là. Donc net A, le port A, on va l'associer au pin du FPGA P11. Normalement, c'est un switch. Button. Donc A et B, et on aura en sortie S et R. Donc là, le deuxième qu'on va choisir, ce sera L3. Au niveau des sorties, là, on va mettre donc le S à M5 et on va associer le R, le retenu, au pin M11. J'enregistre. Par la suite, là, je vais sélectionner mon fichier VHD. Je vais implémenter la conception, donc la translation, le mappage et le placement et routage. Bien sûr, ça va vous prendre un peu de temps. Bien sûr, il peut durer beaucoup plus de temps si votre circuit, votre équation est plus complexe. Par la suite, là, on va changer les propriétés là au niveau de Startup Option. Donc là, JTAG clock. On va générer le fichier de programmation. Donc la génération s'est réalisée avec succès. Je vais créer un nouveau terminal là et je vais comme d'habitude là connecter ma carte Basis 2 et je vais essayer de voilà, la connecter à Virtual Machine. Je vais choisir donc Ubuntu. Ma version c'est 64 bits. Et là, je vais essayer de me connecter à ma carte FPGA. Donc enum. Je vais saisir mon mot de passe administrateur, donc parce que je vais lancer cette commande en mode administrateur. C'est pour ça que c'est précédé par la commande sudo. Par la suite, je vais initialiser le device. Donc là, on a un petit problème. Maintenant, ça fonctionne. Très bien. Donc, et une fois que c'est connecté, ce qu'on va faire, on va, comme d'habitude, là, aller vers l'emplacement de fichier demi-additionneur.bit. Donc, je vais faire une petite recherche, .bit. Je vais aller vers propriété. Je vais copier là le chemin du parent.
donc parent folder, et je vais le saisir au niveau de ma commande. Voilà, donc je vais effacer tout ça à partir de -f. Donc je vais mettre le chemin vers mon fichier d'extension .bit. Donc je vais le coller et ensuite je vais ajouter slash et demi-additionneur, donc .bit. Je vais saisir là le nom de mon fichier et je vais appuyer sur entrée. Ça va prendre un peu de temps. Il va me demander de ne pas toucher la carte. Voilà, la programmation a réussi. Si les deux sont à 0, il va s'éteindre. Si le premier, le deuxième, là, c'est 1, S, là, c'est le retenu, c'est 1. Donc 1 plus 1, c'est 0 et retenu 1. Et voici les combinaisons, les différentes combinaisons. Donc là, c'est 1, 0, 1, 1. Donc le S, la sortie, c'est 0 et retenu 1. Et là, 0, 1, on a S1 et retenu 0. Et les deux 0, donc ça va s'éteindre les deux LED, S et R. Bonjour à tous, on va démarrer avec le TP numéro 5 et on va réaliser un additionneur complet. Donc on va ouvrir notre terminal sous Ubuntu Linux, on va lancer notre logiciel Project Navigator ISE, donc Design Suite, c'est la suite de conception. Là on va fermer le projet courant et on va créer un nouveau projet à travers le bouton New Project. On va l'appeler additionneur complet. Au niveau de Top Level Source Type, donc on va choisir HDL. Voilà. Next. Donc on va s'assurer que la famille est SPAR33E, CP132 le package, XC3S100E notre circuit FPGA. Donc je vais sélectionner notre circuit FPGA. Ensuite je vais ajouter un module VHDL que je vais appeler donc le fichier additionneur -bas complet. Voilà. J'appuie sur Next. Et là, je vais indiquer les noms de peurs que je vais utiliser. Dans notre cas, on va utiliser A, B et C, donc 3 peurs d'entrée et 2 peurs de sortie, S et R. S c'est la sortie et R le retenu. Les deux, ils sont des outputs et on a ABC, 3 inputs. Donc là, on va préciser les équations. La sortie est égale, elle va recevoir C XOR A XOR B. Donc C XOR le résultat de A XOR B. Donc ça, c'est pour la sortie. Le retenu, donc ce sera C and A XOR B. Le tout OR A and B. Voilà. Donc là, on a écrit les deux équations de la sortie et du retenu, sachant que C, c'est le retenu de l'instant T-1. Donc là, on va créer un bench test, un VHDL bench test, où est-ce qu'on va tester notre équation. Donc là, on va changer un peu les signaux. Donc je vais ajouter -bas TB pour dire que ça, c'est un signal au niveau de test bench, de notre test de simulation. Et puis concernant les outputs, donc on aura 3 entrées et 2 sorties. Donc les sorties et le retenu. Je vais éliminer là tout ce qui est en relation avec la partie clock. Donc on n'aura pas besoin dans ce TP. Là, au niveau du mapping, là, je vais associer le port A à A-bas TB, etc. Je vais éliminer la définition du processus de l'horloge. Kiff kiff là, toutes les actions qui sont reliées à l'horloge, parce qu'on ne va pas l'utiliser dans notre cas.
Et là, au niveau de stimulus, le processus de stimulus, donc on aura besoin de définir là le temps d'attente. Donc, ce sera de 100 nanosecondes avant d'inverser le signal A-bas TB. Donc, je vais éliminer tout le reste. Ensuite, on va normalement définir maintenant le deuxième processus. Donc, je vais copier tout ça et le coller. Voilà, donc à travers la commande paste. Donc, coller et on va changer les noms de processus. Cette fois-ci, on va prendre la moitié de 100, ce sera 50. Et là, ce sera le signal B. Donc, on va inverser le signal B chaque 50 nanosecondes. Et le troisième processus, là, on va choisir la moitié de 50, ce sera 25 nanosecondes. Et là, je vais utiliser le C. Donc, je vous rappelle, le C, c'est le retenu de T-1. Voilà. Et ceci, bien sûr, pour, pour générer la simulation, on va vérifier la syntaxe à travers la commande check syntax. Voilà, donc le processus, donc process check syntax complete successfully. Donc, le processus de vérification de syntaxe s'est terminé avec succès. On peut vérifier le schéma RTL, la vue RTL. Donc, on va voir le bloc top level. Comme vous voyez là, on a ABC comme entrée et R et S comme sortie. Et voici le schéma interne de ce circuit. Donc, bien sûr, à chaque fois que je clique sur un module, il va nous afficher le contenu de ce module. Là aussi, on va voir le schéma de technologie, comment il va l'implémenter. Voilà. Maintenant, on va essayer de implémenter notre design. Et pour ceci, bien sûr, on aura besoin de définir un fichier de contrainte d'implémentation. Donc, implementation constraints file. On va l'appeler additionner comp-bas complet-bas et conster. Voilà, next. Et c'est là où est-ce qu'on va réaliser le mapping. Normalement, on va associer les entrées à des switches. Donc, le A, ça sera associé au switch P11, au pin du FPGA P11. On va définir, donc on aura besoin de 5, donc A, B, C et SR. Les entrées, ce sera des switches et les sorties, bien sûr, ce sera des LED qu'on va afficher. Si le LED est allumé, ce sera une valeur 1. Si il est éteint, donc ce sera 0. Donc là, j'ai associé P11 à A, L3 à B, K3 à C. Bien sûr, tout ça, vous pouvez les trouver au niveau de votre carte. C'est indiqué sous les composants. Voilà. Je vais enregistrer tout ça. Ensuite, je vais lancer l'implémentation de la conception. Donc, la translation, le mapping et le placement et routage. C'est bien, tout est exécuté avec succès. Donc, on va générer le fichier de programmation. Mais avant ça, là, on va essayer de faire la simulation. Donc, on va aller vers l'onglet simulation. Et là, on va vérifier la syntaxe du comportement, c'est bon. On va cliquer sur Simulate Behavioral Model. On va simuler le modèle de comportement. Voilà. Donc là, je vais faire un petit zoom là pour regarder les valeurs au niveau de nanosecondes. Et comme vous voyez là, que chaque fois là, tout est 0, S et R sont à 0. Si je positionne ici, si le C est 1, S est 1 et R 0. Bien sûr, là, il faut vérifier tout ça avec la table de vérité de notre équation. Si B1 et C0, donc 0 sorti est retenu 1,
Donc là, bien sûr, pour s'assurer que notre euh, sortie est correcte, on va vérifier à chaque fois là, c'est quoi les valeurs générées par l'équation qu'on a définie au départ. Donc si A et B sont à 1 et C à 0, donc ça sera 0 au niveau de S et 1 au niveau de retenue, etc. Donc là, normalement, la simulation indique que c'est bien, tout va bien. Et sur là, j'ai choisi des valeurs différentes au niveau du temps là pour que j'arrive à générer les valeurs différentes. Au niveau de Startup Option, je vais changer là le clock à JTAG clock. Et par la suite, je vais lancer le fichier donc la génération du fichier de programmation, le fichier .bit, qui sera implémenté sur le circuit FPGA. Je vais créer une nouvelle interface au niveau du terminal. Je vais vider là, le terminal à travers la commande clear en Linux. Par la suite, là, normalement, je dois activer et mettre sous Power Basis 2. Je vais la connecter à la machine virtuelle. Et là, je vais essayer de énumérer les cartes. Il va me demander c'est quoi le mot de passe. Je vais le saisir. C'est bien. Donc, il a détecté c'est quoi le username, etc. Maintenant, on va initialiser le device Basis 2. C'est bien. Donc, on reçoit device 0, c'est notre circuit FPGA. Là, je vais lancer maintenant la programmation, l'envoi de notre fichier sur la carte Basis 2. Et pour ceci, bien sûr, on aura besoin de récupérer. Donc, je vais faire un filtrage.bit, un bouton droit et je vais vers Properties pour récupérer c'est quoi le parent folder, le dossier qui contient le fichier .bit. Je vais le copier et le mettre au niveau de mon terminal. Là, après l'option "-f", file, je vais ajouter slash et le nom de notre programme, additionnel complet.bit. J'appuie sur Entrée. C'est bien. Donc, la programmation s'est réalisée avec succès. Et maintenant, le programme a été implémenté sur le circuit et on va faire le test des combinaisons possibles pour vérifier est-ce que notre programme fonctionne correctement ou non. Donc là, je suis en train de tester différentes combinaisons et je vais vérifier en même temps la table de vérité, est-ce que les résultats sont respectés ou non. Donc bien sûr, les LED, ça représente les sorties et les switches en bas, ça représente les entrées A, B, C et en haut, c'est les sorties S et R, le retenu. Bonjour à tous, on va aborder maintenant le TP numéro 6 où est-ce qu'on va voir comment gérer les afficheurs 7 segments. Donc on va lancer notre Open Terminal, la commande Open Terminal, on va lancer notre programme ISE, donc Project Navigator de Xilinx. On va bien sûr, comme d'habitude, fermer le projet courant, créer un nouveau projet à travers le bouton New Project. On va appeler ce projet compteur en boucle. Je vais utiliser la HDL. Je vais m'assurer le Family Spectrum 3E, XC3S 100E, le périphérique et le package CP132. Finish, j'appuie sur le bouton Finish. Et là, comme d'habitude, je vais créer une nouvelle source. Je vais choisir VHDL module et je vais appeler mon fichier compteur en boucle. Tirer 7 segments. Donc, je vais utiliser l'afficheur 7 segments pour afficher le résultat de compteur. Donc, je vais utiliser là le port mHorloge comme input. Donc, je vais ajouter un au compteur chaque seconde et j'aurai besoin de 7 segments qui seront en sortie output. Donc, on aura là 7 segments, donc de 0 à 6. Voici le sommaire et on appuie sur le bouton Finish.
Comme vous voyez là, on a les peurs, on a le peur en entrée de l'horloge et les segments de sortie. Au niveau de comportement de l'architecture, donc architecture behavioral of counter en boucle cet segment is, je vais déclarer un signal là, counter-bas horloge. Ce sera de type natural, donc un nombre entier. Range de 0 to 50 millions. Je vous rappelle que basis 2 là, par défaut c'est 50 MHz, à moins qu'on la modifie à travers la carte. Donc là, je vais commencer par 0. Au niveau de deuxième variable, deuxième signal, ça sera chiffre. Ça sera un nombre de type natural et il varie de 0 à 9. Donc range 0 to 9. Et on va lui affecter 0. Donc ça, ce sont les signaux qu'on va utiliser. Maintenant, on va créer un process qui va recevoir l'horloge en paramètre, begin, et ça va se fermer par un AND. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tester if rising edge. Donc, si je reçois un tick de l'horloge, voilà. Then, alors, qu'est-ce que je vais faire? Counter horloge reçoit counter horloge plus 1. Donc, on va l'incrémenter. Sachant qu'on va recevoir 50 millions de ticks par seconde. Donc, if counter d'horloge est supérieur ou égal à 50 millions, c'est-à-dire 50 MHz, donc on aura 50 millions de ticks par seconde, then, case chiffre. Donc là, on va faire des choix. Si le chiffre est 0, alors, dans notre cas, on va gérer maintenant les 7 segments. Donc, segment va recevoir, donc 7 0, ensuite 1. Donc ça, c'est le chiffre 0. Et vous avez à votre droite donc le tableau qui détaille pour chaque digit, pour chaque chiffre, c'est quoi les valeurs des 7 segments de notre afficheur, comment ils seront codés. Donc là, je vais corriger donc les chiffres et je vais respecter donc le code des 7 segments. Bien sûr, si le segment est à 0, ça veut dire que on va l'allumer. Si c'est 1, donc on va l'éteindre. Voilà. Donc on a la défini ceci. Par la suite, il faut définir c'est quoi les valeurs de ces segments. Je vous rappelle que le tableau à droite, là, me détaille c'est quoi les différentes valeurs qu'il faut saisir au niveau des segments. Sachant que celui de gauche est le segment A et celui de droite, tout à fait à droite, c'est le G. Donc c'est bien, on a terminé avec les valeurs. Donc when others, si on a une autre valeur, on va mettre là la valeur de 0. And case. Donc à chaque fois, bien sûr, parce que là c'est un compteur qu'on va créer, à chaque fois, on va ajouter 1 à notre chiffre. Donc on va commencer par le chiffre 0.
Et par la suite, on va ajouter 1. Et si le chiffre est 9, on va retourner à 0. Donc, if chiffre égale 9, then chiffre reçoit 0. And if, voilà, donc ce sera un compteur en boucle infinie. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lorsqu'on va atteindre 9, on va revenir à 0. Donc compteur horloge, il va recevoir 0. Donc si on atteint ce niveau, à chaque fois, donc si on dépasse les 50 millions au niveau du compteur, on va revenir à 0. Voilà. Donc je vais terminer notre process. Donc là, on a une petite erreur là. C'est la ligne 46. Qu'est-ce qu'on a oublié là? Voilà, donc sur l'affectation, donc il faut faire inférieur égal pour l'affectation. C'est bien, on va lancer la synthèse de notre code. C'est bien, donc process synthesize XT complete successfully, donc c'est terminé avec succès. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un nouveau fichier de contrainte d'implémentation. Où est-ce qu'on va faire le mapping, donc compteur.str. Là, on va associer, bien sûr, on aura l'horloge et on aura les 7 segments. Donc, net horloge, espace LOC, location. Donc, on va l'attribuer à B8. C'est sur cette broche qu'on va recevoir le signal de l'horloge. Et on va maintenant gérer les autres 7 segments de notre afficheur. Donc là, bien sûr, on l'a appelé segment. Segment, et on va indiquer là c'est quoi l'indice. Donc, bien sûr, cet segment, c'est de 0 jusqu'à 6. Donc, je vais faire un copier-coller là rapide. Ensuite, je vais modifier l'indice de chaque segment. Donc, de 0 à 6, ça nous donne 7 segments. Et on va gérer là les valeurs de chaque segment. Le segment 6, on va l'associer à L14, le 5 à H12, le 4 à N14, le 3 à N11, le 2 à P12 et le 1 à L13 et le 0, on va l'associer à M12. Je sauvegarde. Je vais lancer l'implémentation du design. Bien sûr, chaque fois que votre projet sera plus complexe, on va avoir plus de temps lors de l'exécution. Ça va demander plus de temps. Et là, le placement et routage s'est exécuté de manière avec succès. Donc, JTAG Clock, on l'a choisi là, le support pour l'horloge. Et on va générer maintenant le fichier de programmation. Donc, le fichier .bit qui sera généré. Donc, comme vous voyez, donc, le process generate programming file completed successfully. On va se déplacer vers le terminal et là, on doit mettre sous power notre B6 2, la connecter. Bien sûr, il faut la connecter avant à votre PC. Ensuite, vous la mettez sous alimentation. Il y a un switch à gauche en bas. On va le recevoir, donc le connecter à notre machine virtuelle. Ensuite, on va l'énumérer. Donc, on va remarquer que le périphérique a été détecté. On va l'initialiser. Et ensuite, donc, on aura besoin de préciser c'est quoi le chemin vers notre fichier de programmation. Voilà. Donc, je vais faire un filtre .bit. Voilà, j'ai trouvé mon fichier. Je vais copier le chemin. Je vais le coller ici. Ensuite, je vais ajouter slash et compteur en boucle cet segment.bit. Donc, j'appuie sur tabulation et le système va me terminer le reste. .bit et j'appuie sur entrée. C'est bien. Et comme vous voyez là, 0, 1, 2, etc. Donc, le compteur va s'afficher. Et comme vous remarquez, le compteur s'affiche sur les 4
segments qu'on a, les 4 afficheurs, 7 segments qu'on a. Et lorsque ça va atteindre 9, il va revenir à 0.